y a des intervenants qui sont en gros des gens comme vous et moi, qui ont un peu plus réfléchi le sujet et à qui on donne la possibilité de venir s'exprimer. Et des intervenants beaucoup plus, disons, qui pèsent beaucoup plus. Par exemple, la semaine prochaine, mardi prochain, à 20h, on accueille Jean-Luc Marion, qui est un académicien, donc un membre de l'Académie française, qui est un des philosophes contemporains les plus connus, les plus éminents, les plus intéressants. Et donc il viendra ici, en toute simplicité, présenter son dernier livre. Donc, l'idée de cette alternance entre les intervenants un peu plus gros que les autres, c'est que le but pour nous, c'est qu'il n'y ait pas seulement une conférence, mais qu'il y ait une sorte de, disons, de réflexion commune qui s'élabore, que du coup vous vous sentiez à l'aise pour discuter avec l'intervenant, débattre avec lui, débattre entre vous, sachant que le but c'est pas que chacun développe sa petite opinion personnelle, mais qu'on élabore, disons, les différents points de vue qui sont possibles et qu'on essaie de les argumenter. J'insiste vraiment sur le point que ce mécanisme, c'est-à-dire les adhésions. En fait, il y a deux moyens de nous soutenir. Il y en a un gratuit, que vous pouvez tous faire immédiatement, qui est de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc ça prend 5 secondes et nous, ça nous aide beaucoup en fait, à augmenter notre puissance de diffusion. Donc il y a une page, Le Simone, sur Facebook, et pareil sur Instagram, ça vous aide pas mal. Et la deuxième chose, c'est l'adhésion. Il y a une adhésion de base à 35 € qui donne droit à l'accès gratuit à tous les éléments intellectuels qui ont lieu au Simone. Donc c'est quand même mal, c'est-à-dire que plutôt que de payer 5 € à chaque fois, en 7 fois, vous l'avez rentabilisé, sachant qu'il y a une adhésion à 25 € qui est pour les étudiants et les chômeurs tarifaires. Donc je remercie Arthur pour l'organisation de cet atelier. Est-ce que je te présente vous allez voir, c'est un type brillant qui va à la fois vous exposer la question de la loi travail et ce qu'on appelle la théologie du travail, qu'on trouve notamment chez Jean-Paul II. Merci Arthur. Donc voilà, vous aurez compris que je ne suis pas académicien, mais ça va bien se passer quand même. Alors, ce soir, on fait une analyse politique de loi, de réforme des lois plus précisément. Donc ça contient une partie loi très concrète. Donc là, on va aller dans les détails de la réforme du travail, en tout cas celle qui est prévue. Mais une analyse d'une loi, ça nécessite aussi une analyse. Et donc là, il faut une assise philosophique pour pouvoir analyser. Et je vais vous la présenter dans la personne de Jean-Paul II, en fait, qui a beaucoup réfléchi à la question du travail. Alors, moi, j'ai une formation de philosophie, pas de droit du travail, donc vous serez un peu plus indulgent avec moi sur ce point-là. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé avec des gens, donc je pense que ça sera à peu près exact. Mais si vous avez des objections, je sais qu'il y a des gens qui font du droit dans la salle, n'hésitez pas à intervenir pendant toute la conférence, mais surtout sur ces questions de droit. Voilà, donc pour le plan, ça va se passer pas exactement comme je l'ai dit, parce que je vais vous présenter d'abord Jean-Paul II et son encyclique, et puis ensuite on va passer à la loi, et puis ensuite je ferai une conclusion, ça sera un moment un peu plus personnel, c'est-à-dire que sur les deux premières parties, j'essaie d'être objectif au maximum, je vous donne les billes pour parler familièrement, et dans la conclusion, j'essaie de faire les liens, mais ça sera forcément une prise de parti. Donc, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, Jean-Paul II, c'est un pape, vous le savez, et c'est surtout un grand théologien et philosophe. Et cette partie-là de son pontificat a été un peu éclipsée par le fait que déjà, il a été canonisé peu après sa mort. Donc, en fait, ça a fait beaucoup de bruit, ça l'a mis en valeur, mais pas nécessairement pour ses facultés intellectuelles d'abord. Et puis en plus, il a été suivi par d'autres papes très très brillants intellectuellement comme Benoît XVI. Et donc on a parfois oublié, mais il a écrit des très grands ouvrages de philosophie et de théologie, Amour, responsabilité et Personne et acte, je pense que c'est les deux plus connus. C'est vraiment des ouvrages fantastiques. Et plus que d'autres papes, il a une réflexion politique et sociale. C'est-à-dire que déjà, lui, il avait une personnalité politique très forte. C'est un des papes les plus présents sur la scène internationale. Et il avait une réflexion très forte également sur toutes les questions sociales, dont l'encyclique que je vous présente ce soir, qui s'appelle Laborem Exercens. Ça ne veut rien dire en soi, c'est les deux premiers mots de l'encyclique, ça veut dire c'est par le travail.
parce que la phrase du début, c'est par le travail que l'homme doit gagner son pain, etc. L'encyclique Laborem Exercens, c'est une encyclique qui s'ancre dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Donc si je vous fais un tout petit point là-dessus, la doctrine sociale de l'Église, c'est une pensée qui est développée par le magistère et notamment par les papes au cours du temps, mais c'est assez récent parce que c'est apparu en fait en réaction aux grands bouleversements industriels, sociaux et économiques qui sont arrivés fin 19e en gros. Et la première encyclique dont on dit vraiment d'elle qu'elle est le début de la doctrine sociale de l'Église, c'est Rerum Novarum en 1891 de Léon XIII. Et la doctrine sociale de l'Église, moi mon avis dessus c'est que 1, c'est révolutionnaire, 2, c'est très simple. Et c'est assez étonnant que ces deux choses puissent coïncider parce qu'en fait quand on lit, en tout cas pour ma part, la doctrine sociale de l'Église, on se dit mais en fait c'est ultra simple. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Enfin, c'est la base de laquelle on aurait tous dû partir dès le début. Comment ça se fait que, alors que c'est ce qui apparaît être le plus simple, c'est pas ce à quoi on a abouti? Donc en fait, à chaque fois, les encycliques de doctrine sociale et à chaque fois les textes de la doctrine sociale de l'Église font un peu figure d'éclaircissement qui apportent pas forcément énormément de choses nouvelles, mais qui font énormément de critiques pour essayer d'élaguer plein de choses qui ont poussé au fur et à mesure du temps et qui auraient peut-être jamais dû être là. Et c'est le cas de cette encyclique de Jean-Paul II qui est essentiellement critique, on va le voir. Donc c'est une conférence de philosophie, plus que de théologie en fait, parce que Jean-Paul II ne fait pas appel à beaucoup de théologie pour justifier sa réflexion sur le travail. L'encyclique en soi, je ne vais pas vous la présenter dans tous ses chapitres, ses détails, etc., parce que ça n'a aucun sens et qu'il faut qu'on aille un peu plus vite que ça, et parce qu'on mettrait 3 semaines à la lire. Mais je vais essayer de vous faire un résumé. Et comme je vous ai dit, c'est essentiellement critique, donc je vais vous présenter en fait 3 critiques, qui à mon avis sont les 3 critiques majeures de l'ouvrage. Et ensuite 2 points qui ne sont pas des critiques, mais qui sont intéressants quand même. Alors voilà, si on entre tout de suite dans le vif du sujet, les 3 critiques, ce sont 3 inversions. C'est-à-dire 3 inversions de rapports, de force, de rapports de relations, qui n'auraient pas dû être inversées. La première, elle est assez simple. Pour la comprendre, il faut se figurer un espèce de schéma de base, dans lequel vous avez d'un côté les besoins humains, qui sont des choses naturelles, qui sont des réalités naturelles, auxquelles on est tous confrontés dès le départ, et vous avez le travail, qui est l'activité humaine par excellence, la première en fait qui apparaît, parce qu'il faut assouvir ses besoins. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit d'autre, même avant les relations humaines qui sont pourtant premières, il va y avoir le travail pour assouvir les besoins primaires, sinon on meurt. Et donc ça c'est le couple de base. Et avec le progrès, les besoins vont se diversifier, ils vont se ramifier, se multiplier, ils vont devenir très différents les uns des autres, très nombreux, très spécifiques, et ça va être la même chose pour le travail qui correspond à chaque fois aux besoins équivalents. Et avec le temps, il va y avoir la mise en valeur d'un 3e terme qui était là dès le début, ou très vite en fait, qui est l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui est entre ces 2 pôles, et qui sert à faire la transition. C'est-à-dire que, ça, c'est pas sorcier, vous êtes tous au courant que c'est beaucoup plus facile que le troc pour un travailleur qui fabrique, je sais pas, 30 tapis par semaine, de les convertir en argent pour pouvoir acheter ce qu'il veut. Mais en théorie, le couple besoin-travail reste le même, avec l'argent au milieu, qui est un moyen d'échange. Et avec le temps, on ne sait pas trop comment, enfin si, on sait sûrement comment, mais je ne suis pas économiste, donc moi non. Mais des gens savent comment, précisément, il y a dû y avoir plein de phases. Encore est-il que maintenant, et en tout cas à l'époque où écrit Jean-Paul II, on se retrouve avec ce rapport qui s'est inversé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'argent au milieu entre le travail et les besoins, on trouve l'argent à la fin, et on arrive à des choses qui aujourd'hui nous paraissent normales, mais qui, si on les replace dans le contexte, peuvent être considérées comme des aberrations. Par exemple, juger une entreprise sur son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on juge une entreprise sur l'argent qu'elle produit et pas sur les besoins qu'elle satisfait. Alors vous me direz, le système de la société, du travail mondialisé est tellement complexe que c'est le seul moyen qu'on a de s'y retrouver. Je ne pense pas que ça soit faux, mais encore est-il que c'est intéressant de le souligner. Quelque chose d'encore plus frappant, en publicité et en com en général, on parle souvent de la création de la demande. C'est-à-dire, la publicité, quand on est un peu ingénieux, ça ne sert pas simplement à stimuler la demande, ça sert aussi à la créer. Sauf que là, on est dans un rapport totalement inversé.
on n'a plus de besoins, il faut en créer pour créer du travail, pour trouver de l'argent. Alors qu'à la base, on avait des besoins et on travaillait avec l'argent au milieu. Donc on se trouve dans une société où le travail sert en fait à produire de l'argent. Et ça pose un gros problème à Jean-Paul II. Un problème philosophique, en fait, finalement, il dit... déjà, les conséquences sont négatives, mais quelles que soient les conséquences, il y a déjà un problème de conception. Pourquoi est-ce que l'argent se retrouve ici? Et c'est comme ça que je résumerai cette première critique. Et cette première critique, elle vient pas de Jean-Paul II, elle vient de Karl Marx. Alors c'est étonnant parce que Jean-Paul II, dans la tête de vous et moi, c'est un anticommuniste, et de fait. Mais comme Simone Weil, en fait, considère que Marx, c'est un génie philosophique, qui a une analyse extrêmement fine dont il faut savoir tirer parti. Et donc Jean-Paul II est plutôt fair-play parce qu'il reprend les thèses de Marx et il les reprend officiellement. C'est-à-dire que le concept dans cette partie de l'ouvrage, c'est le capital. Ça trompe personne, on sait d'où ça vient. Et donc cette critique est reprise de Marx. Ça, c'est important de le savoir. Dans un deuxième temps, la deuxième critique, et donc la deuxième inversion, qui concerne principalement la manière dont est réalisé le travail. Alors cette inversion, elle est bien plus propre à Jean-Paul II, et là on rentre vraiment dans le cœur de sa pensée personnelle. Alors pour comprendre celle-ci, il faut bien comprendre une chose qui est assez simple et qui en fait fait émerger pas mal de complexité conceptuelle, c'est que le travail, c'est une activité qui sert l'homme, mais où l'homme joue un rôle double. Il joue à la fois le rôle de moyen et à la fois le rôle de fin. Vous me suivez? C'est lui qui travaille et c'est lui qui profite. Alors ensuite, avec la spécification des métiers, c'est pas forcément le même qui travaille et qui profite pour les mêmes tâches. Mais il n'en reste que ce couple demeure. Et là, Jean-Paul II introduit un couple de concepts qui est très important dans son ouvrage, qui s'appelle le travail objectif et le travail subjectif. Le travail objectif, c'est toute la partie du travail qui va concerner tout ce qui est produit, les objets en fait, et l'argent produit. C'est la productivité, c'est la rentabilité, c'est tout ce qui va être manufacturé ou la quantification des services qui vont être rendus. C'est tout ce qui est le résultat du travail. Et c'est tout ce qui profite à l'homme quand l'homme est considéré comme une fin. C'est-à-dire tout ce qui assouvit des besoins humains, en fait, pour être simple. Le travail objectif, c'est le vêtement qui est produit et qui va servir à vêtir quelqu'un. Le travail subjectif, c'est celui qui profite à l'homme en tant qu'il est un moyen. C'est-à-dire, c'est le travail considéré en tant qu'activité. Parce que les activités n'ont pas nécessairement une fin pour être bonnes. Par exemple, moi j'adore le football, et quand je vais jouer au football, je ne cherche pas à produire quelque chose. Et il se trouve que dans le travail, on cherche à la fois à produire quelque chose, mais on cherche à la fois aussi à se réaliser soi-même d'une certaine manière. Et là-dessus, Jean-Paul II insiste énormément et il dit « la partie la plus importante du travail, ce n'est pas ce qui est produit, c'est le travail lui-même ». Alors, comme ça, on dirait « Jean-Paul, t'es bien gentil, mais c'est un suicide économique ton affaire. On ne peut pas valoriser seulement la partie du travail qui nous plaît sans avoir rien à produire. » Alors bien sûr, il faut produire quelque chose, bien sûr, il y a des besoins auxquels il faut répondre, mais Jean-Paul II dit que si on considère ce couple subjectif-objectif, le subjectif doit avoir le primat sur l'objectif. Nécessairement, sinon on tombe dans une espèce de rapport où l'homme n'est plus qu'un moyen, c'est-à-dire plus qu'un outil pour produire des choses qui sont censées lui bénéficier. Et Jean-Paul II dit, si cette inversion prend forme, si au cours de l'histoire elle arrive, et en fait elle arrive d'ailleurs à l'époque où il écrit, c'est la critique qu'il adresse à tous les systèmes qu'il va nommer matérialistes ou capitalistes, qui ont aussi bien lieu dans les pays très libéraux que dans les pays communistes ou post-communistes, où le travail objectif est privilégié, c'est-à-dire que l'homme travaille, 1, pour avoir un salaire, 2, pour produire. Et Jean-Paul II dit, mais l'homme travaille d'abord pour se réaliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre travail, et c'est pour ça que de nombreuses personnes sont passionnées par leur travail, et c'est une excellente chose, et je le souhaite à tout le monde, on se réalise parce qu'on met en œuvre des facultés humaines qui sont les plus dignes et les plus nobles qu'on puisse trouver. Et ceci sous deux aspects. Un aspect technique d'abord, l'imagination, la créativité, l'apprentissage de choses très techniques, la méthode, dont vous m'avez compris.
tout ça, ça réalise l'homme parce que ça fait de lui un créateur, à l'image de son père, et parce que ça fait de lui un être qui est capable de subvenir à ses propres besoins par son effort, par sa technique. Et ensuite, un deuxième aspect qui est peut-être encore plus important, c'est l'aspect social. C'est-à-dire que dans le travail, que ce soit avec ses clients, avec son patron, avec ses associés ou avec toutes les personnes avec qui il peut rentrer en contact, l'homme est inséré dans un réseau social et ça va être le réseau principal, peut-être avec la famille et les amis qui constitueraient une autre bulle, où l'homme va exercer ses vertus sociales. En fait, c'est sa charité. Sa charité et sa bienveillance vont s'exercer dans le travail. Et c'est là qu'on va voir si oui ou non il est enfant de Dieu ou oui ou non il est... pas grand-chose. Et si on supprime cet aspect-là, si on ne fait plus attention à cet aspect-là, donc les deux là, je parle de tout le travail subjectif, on ne fait plus attention à la réalisation de l'homme en ne faisant attention seulement à ce que l'homme est capable de produire. Et Jean-Paul II dit mais c'est contradictoire parce que l'homme produit pour qui? Il produit pour lui-même. Donc, pour une fin qui lui est profitable, il va se mettre en situation de moyens et d'outils, et cette situation va lui être peu profitable, voire carrément nocive. Il y a un problème. Qui accepterait de faire ça? En fait, personne n'accepte de faire ça parce que la société est répartie, et à l'époque de Jean-Paul II surtout, il y en a qui travaillent et d'autres qui récupèrent ce qui est produit. C'est un peu caricatural, mais vous m'avez compris. Donc, ça, c'est la deuxième inversion, et c'est ce que Jean-Paul II appelle l'économisme ou le matérialisme, c'est faire passer le travail objectif avant le travail subjectif. En bref, s'il faut baisser les conditions de travail, s'il faut empêcher les ouvriers d'avoir du social en ne pratiquant pas de pause, s'il faut réduire le champ d'action où ils pourront exercer leur technique, etc., en leur faisant faire des tâches très simples, etc., pour augmenter la production, faisons-le. Ce qui compte, c'est la production, c'est la force économique du pays, c'est la force économique de l'entreprise, et ces hommes seront fiers d'appartenir à un pays qui marche bien, à une économie qui marche bien, etc., etc., etc. Sauf que, pour Jean-Paul II, c'est du matérialisme qui consiste à penser que l'homme se satisfait des biens objectifs et pas des biens subjectifs. Pour être très très caricatural, Jean-Paul II dit que l'homme se passe plus facilement de salaire et de nourriture que d'amis et de relations. Alors, jusqu'à un certain point, hein, sauf si vous mangez vos amis, mais si on oublie ça, on rentre dans une dynamique où l'homme est considéré comme un outil. Et Jean-Paul II a une analyse très fine sur la question, mais il n'est pas le seul à remarquer que l'homme est parfois pris pour un outil. Simone Weil fait la remarque, Karl Marx fait la remarque et tous ses disciples. Donc rien d'étonnant à cela. Donc Jean-Paul II va être pour le plein emploi, si on caricature un peu. Il faut que l'homme ait un travail, pas seulement pour avoir un salaire. C'est-à-dire, mettons, si on donne à l'homme un salaire et qu'il n'a pas de travail, Jean-Paul II va dire que ça ne suffit pas. Le salaire, c'est bien, il va pouvoir nourrir sa famille, il va pouvoir se nourrir lui-même, il va pouvoir subvenir à ses besoins, mais s'il veut se réaliser pleinement en tant qu'homme et exercer sa charité à l'égard des autres, il faut qu'il rentre dans une sphère de travail. C'est primordial. Ça, c'est pour la deuxième inversion. J'espère que je ne vais pas trop vite. Et on va passer à la troisième, qui à mon sens est la plus importante et la plus intéressante surtout. Donc si je résume, Jean-Paul II voit le travail comme un bien. Un, parce qu'il profite à l'homme pour subvenir à ses besoins, très bien. Et dans cette relation, il ne faut pas que l'argent prenne le pas sur les besoins. Deux, Jean-Paul II voit le travail comme un bien, et encore plus dans sa dimension subjective. Ça, vous m'avez compris. Il faut que ces deux fins soient coordonnées, et que rien ne soit oublié. Alors, vous me direz, ce qui en ressort, c'est une solution d'équilibre, où il n'y a pas vraiment de force majeure qui ressort. La pensée de l'Église, généralement, c'est une pensée très mesurée, très nuancée, qui joue souvent sur des équilibres en fait, de choses. C'est-à-dire qu'on a des pensées qui sont un peu bulldozer dans l'histoire de la philosophie, qui ne sont pas forcément des mauvaises pensées, mais qui sont des pensées bulldozer. C'est-à-dire que c'est très fort, il y a un grand concept, une grande idée, ça explique toute l'histoire de l'humanité du début jusqu'à la fin en 2 ou 3 concepts, et ça permet de comprendre le monde en 2 temps, 3 mouvements. Et l'Église va plus dire non, en fait dans la vie il y a plein de choses, il y a tel aspect, il faut que l'homme se nourrisse, il faut que l'homme travaille, il faut qu'il se réalise, etc. Et en fait la vie c'est compliqué, mais Coco, on va pas pouvoir résumer ça sous un seul concept, il faut tout équilibrer, donc on va essayer de tout équilibrer. Alors certes ça n'a pas l'air hyper fashion, mais ça semble le plus simple et le plus logique en fait. Voilà. Si je passe à la troisième critique, donc c'est aussi une inversion en quelque sorte, ça m'a arrangé qu'il y ait 3 inversions, mais en fait ça n'est pas vraiment une. C'est pour le plan. Jean-Paul II, c'est un pape de la famille.
S'il y a un grand thème qui le caractérise, je pense, c'est la famille. Il a produit des encycliques, il a produit des livres, il a produit pas mal de discours et pas mal d'actions. Et c'est sur ce point-là que porte la troisième critique. Quelle est-elle? Deux choses. Une chose très simple, basique, et une chose beaucoup plus subtile. La chose basique, c'est que la famille vit par le travail. Et les enfants notamment. C'est-à-dire que pour subvenir aux besoins d'une famille, il faut travailler. D'une manière ou d'une autre, il faut que quelqu'un travaille. Attention, dit Jean-Paul II, le travail, c'est pas forcément ce qui est officiellement considéré comme travail. Une femme au foyer ou un homme au foyer travaille. Autant qu'un travailleur rémunéré, et il faut que l'État ou que les divers organismes qui gèrent le travail dans un lieu précis prennent en compte le fait que la femme travaille et qu'elle n'est pas rémunérée et que pourtant elle fait un effort tout aussi important pour la survie de la famille que son mari, ou le mari pour la femme si c'est inversé. Et il faut par exemple augmenter les salaires du mari pour pouvoir considérer que la femme travaille, qu'on la rémunère d'une manière ou d'une autre. Bref, quelles que soient les solutions, il faut prendre en compte tous ces travails un peu cachés. Ça, c'est un premier point super simple. Il faut que des gens travaillent pour que la famille vive, c'est pas nouveau. Le deuxième point, beaucoup plus subtil, et là pour moi c'est l'idée la plus fine de tout l'ouvrage, c'est que la famille, c'est une formation au travail. Pour Jean-Paul II, la famille, c'est l'organisme dans lequel les gens vont apprendre à travailler. C'est l'organisme qui va responsabiliser les enfants, en leur donnant des tâches, qui va apprendre la spécificité de chacun, en donnant des tâches spécifiques à chacun, et en leur apprenant leur caractère d'être unique, qui sont doués à certaines choses mais pas à d'autres. C'est quelque chose qui va apprendre l'obéissance, le respect, le goût de l'effort également. Et Jean-Paul II dit, c'est clair, s'il y a un problème d'éducation dans les familles, s'il y a un problème de structure dans les familles, s'il y a un problème de gestion des enfants tout simplement dans les familles, vous allez faire des générations de mauvais travailleurs. Alors il ne dit pas ça pour négocier son business, c'est quelque chose qu'il pense vraiment. Mais c'est important de voir que ici il pose une critique qui ne peut pas être dépassée par le travail. Pourquoi? Parce que le travail doit être pour la famille, mais dans deux sens. En jouant contre la famille, c'est-à-dire si les salaires sont trop bas, si le temps de travail est trop élevé, etc. Le travail est à la fois inhumain, certes, mais il joue contre lui-même, c'est-à-dire qu'il est en train de former en détruisant les familles, les ouvriers de demain, enfin les travailleurs de demain pour nous maintenant. En fait, la chose est simple. Si par exemple le père a un travail qui lui permet pas jamais de voir ses enfants, si la mère a un travail de nuit qui lui permet pas de s'occuper de ses enfants, si les deux n'arrivent pas à être ensemble avec leurs enfants, s'ils n'arrivent pas à avoir une vie de famille, en fait, tout simplement, et ben les enfants vont pas être formés à travailler. Parce que comme l'a dit Jean-Paul II, le travail c'est la sphère sociale de base où on exerce la charité, où on exerce toutes ses vertus. Et la famille, c'est la sphère sociale de base, mais niveau apprentissage. C'est un séminaire de la vie en fait, la famille. Et donc si on déstructure les familles, on va tout déstructurer, y compris le travail. Donc c'est une autodestruction à rebours qui est lancée si on commence à toucher aux familles par le biais du travail. Et Jean-Paul II, il tient beaucoup. Voilà pour la troisième critique. Et maintenant, je vais passer à deux points qui sont très importants aussi, qui ne sont pas des critiques. Un qui est proprement de Jean-Paul II et un autre qui appartient plus à la pensée de l'Église en général sur le social. Le premier point, c'est celui d'employeur direct et indirect. C'est le couple de notions le plus connu de l'encyclique. Je pense que si vous allez voir sur Wikipédia, il y a un seul couple de notions qui est mentionné à propos de l'encyclique, c'est employeur direct, employeur indirect, donc il faut quand même que j'en parle. D'autant plus qu'à mon avis, c'est le couple le plus puissant conceptuellement de l'ouvrage, on verra après, avec Philippe Macron. Et le deuxième, c'est la subsidiarité. On va voir ça après. Donc employeur direct, employeur indirect, c'est super simple. Un employeur direct, c'est un employeur, c'est le patron, ou n'importe qui, c'est Grégoire Trémaux. Je ne sais pas s'il est employeur. S'il est employeur, de fait. Il n'est pas employeur ? Ah, il n'y a pas d'employeur au Simone. Je ne sais pas si c'est une très bonne chose. Et ça, c'est l'employeur direct qui fixe les lois et qui fixe les cadres du travail de ses employés concrètement. Et il existe une deuxième catégorie d'employeurs, qu'on n'appelle jamais employeurs, mais que Jean-Paul II tient à appeler employeurs, et j'y viendrai à la toute fin de la conférence,
qui sont les employeurs indirects, qui sont en fait toutes les structures qui mettent des cadres, des lois, des obligations, des permissions, des autorisations, des financements également, au préalable, a priori, des patrons, et qui donc forment le cadre dans lequel les patrons et les salariés vont pouvoir jouer pour leurs différentes négociations. Donc l'État, c'est l'employeur indirect principal, surtout en France, où l'État est très fort. Aux États-Unis, par exemple, vous allez avoir l'État national, l'État fédéral, il peut y avoir les corporations aussi, tous les organismes de moyenne échelle qui se mettent entre l'individu, enfin non, qui se mettent au-dessus de l'employeur. Et donc, il faut considérer une chose, et ça sera la fin pour ce concept, j'y reviendrai plus tard, c'est que l'État est l'employeur indirect, mais l'employeur quand même, de tous les travailleurs sur le sol français. Voilà une première chose. Là, tout de suite, ça ne sert à rien, mais j'y reviendrai. La subsidiarité, ensuite, c'est un des 5 grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Je ne vous fais pas les 5 parce que c'est long, c'est très intéressant, c'est passionnant, je vous invite à vous y intéresser, mais on va juste faire celui-là pour ce soir. La subsidiarité, ça consiste à dire que tout ce qui peut être décidé et fait à échelle n-1 doit être décidé et fait à échelle n-1. En gros, le plus de responsabilité possible pour les acteurs locaux et le moins de responsabilité possible pour les acteurs à plus grande, enfin plus petite échelle du coup. Et donc ça veut dire, en France on n'est pas des experts de la subsidiarité parce que l'État a beaucoup de pouvoir et a beaucoup de capacités et d'habilités qu'il n'a pas déléguées, mais ça consiste à dire que la personne qui est sur le terrain sait mieux que son chef et que le chef de son chef ce qu'il faut faire sur le terrain à un moment donné, donc il faut lui donner en main toutes les facultés de décision qui touchent toutes les choses qu'elle pourra régler d'elle-même. Une loi nationale, c'est pas du tout de la subsidiarité. Mais parfois, il arrive qu'il y ait des domaines sur lesquels les acteurs territoriaux ne doivent pas choisir d'eux-mêmes et on fait des lois. Mais une loi, ça peut souvent être anti-subsidiaire parce qu'on décide à l'échelle nationale de ce qui sera fait sur le terrain. Et parfois, et les acteurs locaux le disent souvent, que ce soit vous ou moi ou d'autres gens, ah oui, il y a telle loi, mais en fait là, vous voyez bien que ça ne correspond pas du tout au cas concret. Donc la subsidiarité, c'est quelque chose qui permet de traiter le cas concret, qui permet de traiter les personnes en fait. Voilà, j'y reviendrai aussi. Ça, c'était pour l'encyclique. C'était la partie philosophique, philosophie du travail. On va y revenir quand il sera temps d'analyser. Maintenant, je vais passer à quelque chose qui n'a rien à voir en termes de ton et en termes de point de vue, c'est les lois en elles-mêmes. Donc ça va être un peu abrupt comme transition, mais vous allez m'excuser. Et ensuite, on fera une analyse où j'essaierai de raccrocher les deux. Alors, les lois. La réforme du Code du travail, c'est quelque chose qui a été entrepris ou qu'on a tenté d'entreprendre dans les dernières années déjà, et qui va être ici finalement mis au point par le biais d'ordonnances. C'est-à-dire que le gouvernement Philippe va réformer sur le Code du travail, et va réformer le Code du travail par ordonnance. Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ? Une ordonnance, c'est un décret périmable, en gros. Un décret parce que ça ne passe pas par les organismes de discussion que sont l'Assemblée et le Sénat, qui ne débattent pas des détails, alors qu'ils le font pour une loi classique. Périmable parce que, en contrepartie de cet avantage donné à l'exécutif, la loi, enfin l'ordonnance, va devenir caduque et s'autodétruire au bout d'un certain temps. À moins que, ce temps étant arrivé à son terme, l'Assemblée valide l'ordonnance. Le délai qui existe entre les deux, c'est normalement 4 ans. Je ne sais pas si ça a été changé pour cette loi. Je crois que c'est possible de le modifier, mais il ne me semble pas. Et là, le gouvernement a 6 mois pour publier ses ordonnances. Alors les 6 mois sont déjà commencés, ça va s'arrêter en mars, je crois. Et quels sont les avantages d'une ordonnance ? C'est rapide. C'est-à-dire qu'une loi de cette ampleur sur la réforme du travail, si ça passe par l'Assemblée et le Sénat, qu'on aime beaucoup, mais il faut 4-5 ans pour l'élaborer. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui met en place une réforme de cette taille a une chance sur 2 de ne pas la voir se finir en termes de négociation sous son mandat. Donc, quand vous basez toute votre crédibilité de mandat sur ces réformes-là, il faut trouver un autre moyen de faire. Et ce moyen, c'est les ordonnances. C'est-à-dire que les ordonnances, c'est une expérimentation par les faits. C'est donnez-nous 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans
parce que l'Assemblée et le Sénat votent quand même l'autorisation de faire des ordonnances sur le travail, elles l'ont fait en fin d'année dernière. Donnez-nous le pouvoir, donnez-nous la capacité de légiférer sans passer par vous sur tel thème, on va publier tant d'ordonnances, tant de mesures, et dans 4 ans, on voit ce que ça a donné. On sera validé par les faits, on ne passe pas par vous. En gros, c'est une expérimentation par les faits plutôt que par les discussions du Sénat et de l'Assemblée. Ça, c'est l'avantage. Le défaut, c'est que déjà, c'est un contournement de démocratie dans sa phase de débat. Ça, à la rigueur, c'est pas grave. Hein. Je vais être très objectif là-dessus. On se positionne comme on veut. C'est un contournement de la phase de débat d'une démocratie, mais pourquoi pas, surtout quand elle est aussi longue. Et donc les seuls débats qu'il peut y avoir sont des rapports de force qui ont eu lieu cet été entre les élus, les grands chefs syndicaux et le gouvernement Philippe. Il faut quand même débattre avec ces gens-là, parce que si vous ne débattez pas avec ces gens-là, vous avez tout le monde dans la rue dès que les ordonnances sont publiées. En revanche, vous ne débattez pas avec les sénateurs, ni avec les députés. Donc Macron et Philippe ont choisi de faire ça pour le travail. Ils ont été habilités à le faire. Ils vont publier leurs ordonnances. Il n'y a quasiment aucune raison pour que ça ne se fasse pas. D'ailleurs, certaines sont déjà publiées, si je ne me trompe pas. J'ai beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui se passe au jour le jour. Mais ce qui est sûr, c'est que dans quelques mois, elles seront à peu près toutes mises en place et qu'on verra dans 4 ans ce qu'on en fait. Voilà pour les ordonnances. Pourquoi cet été, vous vous en doutez ? Parce que les gens ne réagissent pas l'été parce qu'ils sont en vacances. Alors c'est un peu faux quand même, mais quand on parle à des gens qui sont dans le jeu politique, des énarques ou des sciences pistes, etc., ils vous disent non mais si, oui, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu, quand on a une grosse réforme à passer, on fait ça l'été. Alors apparemment c'est normalisé, moi ça m'étonne un peu, mais bon, pourquoi pas, je dois être naïf. Voilà, on ne va pas passer toutes les mesures parce qu'il y en a 36. Je vais essayer de vous faire un sommaire alors j'ai marqué 5, mais je pense que ce sera 4 en fait. Je vais faire 2 en 1. 4 lignes directrices, je vais faire 4 paquets de mesures en fait, pour parler familièrement. Je ne vais pas toutes les préciser une par une parce que c'est inutile. Vous irez les voir si vous voulez, mais je vais vous donner des choses très concrètes, quoi qu'il en soit. Voilà, alors on attaque. Et on fait ça vite. Oh, ça va. Alors, le premier point, c'est les licenciements. Il va y avoir une modification des licenciements. Donc je rappelle que pour toute cette partie, je ne suis pas spécialement formé, je me suis informé en revanche, mais vous pouvez m'interrompre si vraiment vous le jugez utile, et faites-le doucement pour mon ego. Le licenciement, qu'est-ce qui se passe ? Déjà en France, il y a 3 types de licenciements. Licenciement pour motif disciplinaire, quand il y a eu une faute grave et qui peut passer au tribunal, voire en pénal, d'un salarié ou d'un chef d'entreprise ou quoi que ce soit. On peut licencier le salarié et dans ce cas-là, il n'a pas le droit à l'indemnité légale de licenciement, qui est une indemnité financière fixée par loi. Ensuite, on peut licencier pour des motifs personnels, ce qui n'est pas la même chose. Il n'y a pas de faute, mais il y a une incapacité à faire le travail. Des incapacités de résultat trop fortes, c'est-à-dire la personne ne réussit pas à faire son taf. De l'absentéisme manifeste, vous allez avoir aussi des rapports relationnels trop durs, ça se passe vraiment pas bien avec les équipes, on peut pas le mettre autre part, qu'est-ce qu'on fait ? On licencie. Là, les licenciés ont droit à l'indemnité légale. Et le dernier type de licenciement, qui est le moins évident en fait, c'est le licenciement de type économique. Pour être simple, c'est quand l'entreprise fait faillite ou est dans de graves difficultés financières et un de ses derniers moyens de survivre, c'est de licencier. Voilà pour ça. Qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, il va y avoir une augmentation des indemnités de licenciement de 25%. Donc là, c'est très clair, il n'y a pas grand-chose à discuter. En gros, l'indemnité légale de licenciement va prendre un plus de 25%. Voilà. Tous les licenciés ordinaires recevront 25% plus d'argent. Maintenant, dans l'autre sens, il va y avoir un changement en ce qui concerne les prud'hommes. Alors, qu'est-ce que c'est que les prud'hommes ? C'est un tribunal qui existe depuis très longtemps, plusieurs siècles, et qui sert à régler, qui sert d'arbitre lorsqu'un salarié licencié conteste le licenciement. On amène le cas devant les prud'hommes, et les prud'hommes statuent si oui ou non il y a abus. S'il y a abus, dans tous les cas, le licencié récupère pas son travail parce qu'une fois que vous avez fait appel au prud'homme, vous êtes en guerre ouverte contre votre patron et donc vous allez être dans
une ambiance infernale si vous reprenez votre travail, mais vous pouvez avoir des indemnités de prud'homme qui excèdent de beaucoup vos indemnités de licenciement. C'est une manière de chercher une contrepartie. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les prud'hommes avaient un plancher de départ pour les indemnités, mais pas de plafond. Donc ça pouvait aller très haut. Et en fonction des affaires, on pouvait arriver à des sommes colossales. Et il va désormais y avoir un plafond. Qu'est-ce que le gouvernement Philippe cherche à faire par là ? Éviter que des entreprises qui sont petites et des PME et les TPE notamment se fassent couler parce qu'il y a eu un problème, les prud'hommes ont perdu la tête ou quoi que ce soit. Et 2, ça permet aux entreprises de calculer combien au maximum, et ça c'est très important, va leur coûter un licenciement. C'est-à-dire que dorénavant, les entreprises peuvent calculer le coût maximum de crash si jamais tous les salariés qu'elles comptent licencier vont tous au prud'homme et obtiennent tous la peine maximale. Parce qu'il va y avoir un plafond. Le plafond, il est à environ 20 mois de salaire au maximum pour quelqu'un qui a fait une trentaine d'années dans l'entreprise. Donc ça veut dire 20 mois, c'est quoi ? C'est 2 ans, on va dire, un peu moins, de 2 ans de salaire. Et on a aussi une année de moins pour saisir les prud'hommes. Jusqu'à maintenant, on pouvait les saisir jusqu'à 2 ans après le licenciement. Maintenant, c'est plus qu'une année. Donc réduction des délais et mise en place d'un plafond. Pour l'instant, je ne commente pas. Je vous donne les lois telles qu'elles sont. J'essaye d'interférer le moins possible. Voilà. Voilà pour les licenciements. J'ajouterai le reste plus tard. On passe au deuxième point. Le deuxième point, ça concerne les négociations au sein de l'entreprise. Alors, dans une entreprise, on négocie entre les salariés et le patronat. Et en fonction de la taille de l'entreprise, on négocie d'une manière différente. Jusqu'à 10, on est en négociation directe. C'est-à-dire que Grégoire, s'il a un problème avec Camille, peut venir le voir et discuter seul à seul avec lui pour régler leurs problèmes. Et ça va se passer comme ça jusqu'à 10 salariés. Ou pour des choses entre les salariés, ou pour des choses entre les patrons et les salariés. Ça s'appelle la négociation directe. Il n'y a pas de délégué. Entre 10 et 50, on est obligé d'avoir un délégué syndical. Un délégué syndical, c'est un élu. C'est des gens qui sont formés par les syndicats, qui sont ou des ressortissants des syndicats, mais le plus souvent des gens qui étaient dans l'entreprise, qui ont pris leur carte à un syndicat et qui se sont fait former au débat et qui se présentent en tant qu'élus, et qui sont donc élus par les salariés pour les représenter et pour faire les négociations avec eux. Parce qu'eux sont formés à la négociation, ce qui est un atout majeur quand on négocie, et alors, ça ne s'invente pas. Et ça crée un phénomène qui s'appelle la peur du 11e chez les patrons. C'est-à-dire, si vous êtes à 10 salariés et que vous embauchez un 11e, vous avez les syndicats qui rentrent dans la bergerie, et ça va être une autre paire de manches en ce qui concerne la négociation. Bon, ça, c'est le point de vue des patrons vraiment très méchants, c'est pas forcément le cas tout le temps. Et cette peur du 11e, Macron avait peur qu'elle freine l'embauche, et donc il passe le seuil de 10 à 20. Donc la délimitation entre les toutes petites formations et les moyennes se situe non plus entre 0, 10, 10, 50, mais 0, 20, 20, 50. Ça, c'est une première chose. Alors, le contexte pour aider à comprendre les choses, il faut savoir qu'en France, bien que les syndicats aient une place majeure dans l'histoire du Code du travail, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont salariés dans le privé, en fait. C'est en dessous de... syndiqués, excusez-moi. C'est en dessous de 20%, aux alentours de 20%. De travailleurs syndiqués. Donc le gouvernement Philippe nous dit mais en fait les syndicats ne représentent pas le personnel, pourquoi est-ce qu'ils font les négociations en fait ils n'ont plus aucune légitimité, ou en tout cas une légitimité faible, et en plus c'est appuyé par le fait que récemment, me demandez pas d'exemple, j'ai pas réussi vraiment à en trouver, pas assez clair pour que je vous les présente, mais il y a eu des mouvements hors syndicat de salariés qui voulaient négocier sans passer par eux. Et puis les syndicats en France ont tendance à être parfois un peu dogmatiques, c'est quelque chose de nouveau pour personne. Donc on essaye de contourner un peu plus avec cette réforme. Ça c'est pour les petites formations. Pour les plus grandes, il y a autre chose qui se passe. Aujourd'hui dans les grandes entreprises, donc au-dessus de 50, il y a 3 instances
qui gèrent les négociations et qui sont habilités à gérer des domaines différents. Il y a le CE, c'est le comité d'entreprise, ça gère des choses très officielles, les comptes de l'entreprise, la stratégie économique, les déportations d'activités, les fermetures d'usines, etc., etc. Les délégués du personnel et le CHSCT, comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, quelque chose comme ça. Ces deux-là, en fait, pour avoir demandé à pas mal de gens qui sont dans des entreprises, on m'a souvent répondu qu'en fait, ils font un peu le même job. C'est-à-dire que c'est rarement très différent, et ça va de... on a des problèmes de danger sur tel type de travail, je sais pas, par exemple une société de transport en commun, on a telle ligne de bus qui est devenue très dangereuse due à l'arrivée de tel type de moyens de transport, on a les vélos qui nous posent des problèmes, etc. Jusqu'à il n'y a plus de papier dans les toilettes, comment est-ce qu'on fait, etc. Ça gère en fait tout ce qui constitue la vie des salariés. Ces trois instances, qui sont toutes trois remplies d'élus syndicaux, ça ne change pas, vont être fusionnées en une seule, qui va s'appeler le CSE, Comité Social d'Entreprise, Comité de Société d'Entreprise, Comité Social d'Entreprise, je crois, excusez-moi. Et ça va donc être plus souple, plus simple, plus rapide. Attention, peut-être moins de sujets traités, peut-être que des sujets vont se faire écraser par des plus gros dans la mesure où il n'y a plus qu'une instance de discussion. Tout dépend si on multiplie ou pas le temps de réunion, etc. On n'a pas encore, en tout cas moi j'ai pas réussi à trouver les détails très très concrets, tout simplement parce que l'ordonnance n'a pas encore été mise en place. Et c'est peut-être tant mieux dans la mesure où ça simplifie beaucoup les choses. Il faut quand même garder une chose en tête, qui concerne le contexte, c'est qu'un élu est protégé du licenciement de manière absolue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas licencier un élu qui siège dans une de ces trois instances. Tu peux licencier un élu. Ouais. Mais tu es obligé de lui payer une compensation. Non, il faut demander, il faut justifier en fait auprès des syndicats. Et tu peux licencier si tu as un élu qui fait une faute grave, une faute lourde, tu peux licencier. Mais sans. Alors, pour le motif de faute, oui, mais pour les autres types, licenciement personnel, on peut ? Pour certains cas, tu peux. D'accord, très bien. Et c'est de plus en plus souple en fait. Après, avec les prud'hommes, je ne sais pas avec quelle intention il faut voir, mais tu peux, et il y a des cas où ça s'est déjà fait. Très bien. Voilà pour les précisions. Merci beaucoup. Ça, donc, c'est pour les débats au sein de l'entreprise. C'était le deuxième point. C'est un peu laborieux, mais on continue, on a bientôt fini. Le troisième point, ça concerne la pénibilité en entreprise. Il y a quelque chose qui a été créé en 2015 et qui s'appelle le CPPP. C'est le compte personnel de prévention à la pénibilité. C'est en gros un compte qui permet à un salarié de cumuler des points pour pouvoir se payer des formations, pour pouvoir partir à la retraite plus tôt, si dans son travail, il y a la présence d'un des 10 facteurs de pénibilité ou de risque du travail. Donc par exemple, exposition à des risques chimiques, manutention de choses très lourdes, vibrations mécaniques, il y en a 10, je ne les connais pas tous. Ce compte permettait donc de compenser un peu le fait que ces employés avaient un travail plus difficile et plus dangereux et plus coûtant pour leur santé à long terme que les autres. Il existe depuis 2015, donc c'est tout nouveau, et il va être réformé parce qu'il est trop compliqué, selon le gouvernement Philippe. Alors la réforme financièrement est assez complexe, je vous avoue et je m'en excuse, je n'ai pas réussi à tout cerner. Enfin, je crois avoir compris quelque chose, mais il vaut mieux pas que je vous le donne, je ne suis pas sûr de moi. Mais une chose qui est importante, c'est que malgré les réformes qui sont censées rendre la chose plus facile et peut-être moins coûteuse, il y a la suppression de 4 facteurs sur 10. Voilà. C'est pas trop justifié finalement, j'ai beaucoup cherché, mais on n'en parle pas souvent. Le gouvernement finalement attaque assez peu la question, notamment l'exposition aux produits chimiques qui m'a paru moi la plus étonnante. Donc on va voir ce que ça donne. Cependant, il faut avoir en tête une chose, c'est qu'il reste une autre loi plus vieille et plus importante que cette loi-ci pour prévenir les risques du travail et la pénibilité du travail, et ça s'appelle le document unique. Et ça reste en place, on n'y a pas touché. Le document unique, c'est un document qui est obligé de fournir l'entreprise tous les ans et qui stipule tous les risques et tous les facteurs de pénibilité pour chaque salarié dans chaque type de travail de son entreprise. Et à chaque fois qu'il mentionne et qu'il stipule une de ces clauses, il est obligé
de faire suivre des mesures qu'il compte prendre avec un délai dans lequel il compte les prendre. Et si ces mesures sont pas suivies ou si elles sont inexistantes ou si on voit qu'il y a de la mauvaise volonté, il peut y avoir des injonctions, des amendes, et ça peut aller jusqu'à la fermeture d'usines. Et la surveillance de ces choses-là est gérée par des organismes d'État, notamment la CARSAT, je pense que c'est la plus connue. Donc ça marche encore. Ça marche encore s'il reste des fonctionnaires pour le faire tourner. C'est-à-dire que Macron n'a pas non plus caché qu'il voulait couper un peu dans les fonctionnaires. Et s'il n'y a plus de fonctionnaires pour contrôler, c'est comme les contrôleurs de TCL, s'ils ne sont pas là, on peut bien passer en fraude. C'est-à-dire que c'est une loi qui ne s'applique pas d'elle-même, il faut qu'elle soit contrôlée en fait, le document unique. Mais il existe toujours et il n'a pas été touché lui. Voilà, dernier point, ça concerne les accords de branche et les CDD, les CDI de projet. Un accord de branche, donc la moitié des débats presque de cet été a porté sur les accords de branche pour finalement donner un espèce de statu quo, c'est-à-dire que le gouvernement a concédé beaucoup de choses aux syndicats et finalement il ne se passe plus énormément de choses. Ce qui est sûr, c'est que en ce qui concerne le travail, la loi française se répartit sur 3 échelles. La loi, c'est un cadre commun à tout le monde, on n'y touche pas. Les accords de branche, qui sont des accords qui sont faits sans jamais toucher aux prérogatives de la loi, mais qui sont faits au sein d'une branche, par exemple la restauration, les transports, etc. entre les représentants syndicaux majeurs et les grands représentants d'entreprises de cette branche. Et les entreprises. Un accord d'entreprise, c'est un accord qui est pris au sein de l'entreprise concernant des choses sur lesquelles l'entreprise a le droit de légiférer, sachant qu'elle a le droit de toucher ni aux cadres qui ont été fixés par les accords de branche, ni pas aux cadres qui ont été fixés par la loi. Et jusqu'à maintenant, on pouvait toucher aux chiffres, aux mesures et aux seuils qu'avaient établis les lois et les branches que si jamais on était mieux-disant. Mieux-disant, ça veut dire qu'on propose aux salariés quelque chose qui est mieux que la loi. Par exemple, la loi dit qu'il faut travailler tant d'heures par semaine. Un accord d'entreprise peut fixer d'en travailler moins, et il ne peut pas fixer d'en travailler plus. Même chose pour les accords de branche à propos de la loi. Vous me suivez ? Et Macron a parlé de changer ce système pour permettre aux branches et aux entreprises d'aller à l'encontre de la branche et de la loi dans certains cas, même en étant moins 10 ans. C'est le contraire de mieux 10 ans. Moi j'aurais dit mal 10 ans, mais apparemment on dit moins 10 ans. De toute façon, c'est 2 mots en aucun sens, mais... Donc dans certains secteurs, ça va être possible à partir de ces ordonnances. Et un des secteurs où c'est possible, et où à mon avis il faut s'arrêter, c'est le secteur des CDD et des CDI. Donc en fait des contrats de travail. Jusqu'à maintenant, la durée d'un CDD, la durée d'un CDI et d'un CDI de projet sont des choses qui sont fixées par la loi et qui ne peuvent pas être modifiées. Le nombre de renouvellements des CDD, la période de carence entre les CDD, c'est-à-dire la période de carence, c'est une période pendant laquelle une entreprise ne peut pas employer quelqu'un sur un CDD pour le même travail. Il faut attendre un certain nombre de jours qui correspond plus ou moins à un tiers du CDD. Donc la période de carence, le nombre de renouvellements des CDD et autres cadres, excusez-moi, des CDD vont pouvoir être modifiés maintenant par les branches, même si elles vont à l'encontre de la loi. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, qui est plus ou moins une sous-partie de cette première, c'est que les branches pourront aussi autoriser le recours au CDI de chantier en dehors de la construction. Le CDI de chantier, c'est un contrat particulier qui aujourd'hui n'est appliqué que dans le BTP, d'où son nom, et qui permet de faire un CDI à durée déterminée. Voilà, comme vous. Ça se justifie parce qu'en fait, il y a un chantier à accomplir, par exemple la construction de tel bâtiment, et on ne peut pas assurer de travail au-delà. Et pourtant, on a bien du travail à fournir là, mais comme notre projet est éphémère, on ne peut pas employer des gens comme ça dans l'entreprise à durée indéterminée. Donc ça s'appelle le CDI de chantier. C'est utilisé que dans le BTP, et le gouvernement Philippe propose, dans cette ordonnance, de pouvoir l'utiliser dans toutes les branches, si un accord de branche est voté, bien sûr.
Ça, c'est... On peut pas utiliser dans toutes les branches. Normalement, on se dit, on va réglementer sur les branches sur lesquelles on va pouvoir utiliser. Donc c'est pas encore fixé dans quelle branche, c'est ça? C'est ça. D'accord. On va réglementer, ça sera pas pour tout le monde, pas pour la vendeuse qui va... on va fermer notre bar, ça peut pas marcher. Ça peut pas être dans toutes les branches, mais on va préciser les branches dans les ordonnances, enfin dans les choses qui viennent. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Voilà pour la précision. Et en général, pour conclure, c'est un encouragement. En fait, c'est un encouragement à utiliser les CDD et les CDI de chantier parce que l'objectif, et ça me permet de faire la transition avec mon analyse, c'est super bien rodé. Le projet, en tout cas annoncé, l'objectif principal de cette loi, c'est le plein emploi. En tout cas, réduire le chômage massivement. Le but, c'est de créer de l'emploi. Donc, si vous relisez tout ce que je viens de vous dire, tout sert plus ou moins à un moment ou à un autre à relancer l'emploi. On contourne les syndicats pour avoir moins peur, pour permettre d'embaucher plus sans avoir à craindre des problèmes de négociation. On permet les CDD et les CDI de projet. On met un plafond au prud'homme pour pouvoir licencier et réembaucher plus facilement ou embaucher en pensant qu'on va licencier plus tard, mais comme ça on peut calculer les coûts et voir combien ça va nous coûter d'embaucher puis de licencier, même à tort, etc., etc. Et donc le but, c'est de relancer l'emploi. Voilà, c'est un objectif annoncé, hein. C'est pas une analyse de ma part, rien de très fin là, c'est dit depuis le début, c'était le projet de Macron et du gouvernement Philippe. Maintenant, on peut passer à l'analyse. Donc là, ce que je vous propose, c'est ce que moi j'en pense, en essayant de mettre les deux ensemble. Donc je suis plus objectif du tout, et à partir de maintenant, de toute façon, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, et moi aussi. Mais je vais essayer d'être quand même un minimum raisonnable. Déjà, on n'analyse pas une loi comme ça, je pense. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens d'analyser une réforme ou une loi, une clause ou une mesure, même une ordonnance. Il faut analyser un mouvement d'ensemble. C'est-à-dire qu'en philosophie, on a l'habitude de prendre du recul, et je pense que ça marche aussi quand on veut savoir où va un gouvernement et savoir où vont des réformes. Parce que si je prends une loi comme ça, enfin, les lois fonctionnent en système, donc déjà il faut connaître plus ou moins bien la loi et le contexte, et puis il faut connaître l'évolution d'ensemble, c'est-à-dire vers où on va. Et là, ce qui nous sert, c'est déjà ce qui est annoncé par le gouvernement, pour autant qu'il soit à peu près fidèle à lui-même dans le futur, et puis on peut analyser les choses et voir où elles vont, même parfois sans que le gouvernement s'en rende compte. Ça, c'est une analyse, à mon avis, de réforme, et c'est ce que je vous propose. Donc, je vais quand même essayer de revenir concrètement sur quelques mesures parce que c'est plus intéressant, mais en soi, j'essaie de vous proposer une analyse globale. Donc, le premier objectif annoncé, c'est de doper l'emploi. Ça, c'est une certitude. Le deuxième, c'est de s'adapter aux nouvelles formes du travail pour doper l'emploi, de toute façon. C'est-à-dire d'être plus malléable, plus flexible pour correspondre aux nouvelles formes de petites entreprises éphémères qui se créent, qui disparaissent, des emplois qui apparaissent, qui disparaissent. On n'est plus dans une société où on peut embaucher quelqu'un à vie sur un même travail. En fait, les choses changent, évoluent. Il y a des boîtes qui se créent, des startups qui montent en 3 ans, qui sont vendues l'année d'après, etc. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à ce changement. Et puis, bien sûr, il y a toujours comme idée de fond, de pouvoir conserver ou prendre une place plus importante dans l'économie mondiale. Tous les présidents affirment toujours vouloir peser, si je peux le dire ainsi, dans l'économie mondiale. Et ça apparaît comme un critère de fiabilité de la part d'un président de dire ça. Pour ma part, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée, mais en tout cas c'est annoncé et c'est clair. Donc maintenant qu'on a repéré ça, on peut rediscuter des lois en revenant plus concrètement. Et là, je vous invite à repenser aux critères de subsidiarité. La subsidiarité, c'est quelque chose qui est défendu par l'Église, et l'Église nous dit traitons les choses à petite échelle, vous, les chefs d'État, etc., laissez les choses se faire à petite échelle, laissez les acteurs locaux décider, ils savent mieux que vous quoi faire. Macron a décidé, avec ses réformes, et Philippe aussi, de faire de la subsidiarité. C'est vrai, c'est annoncé. Est-ce que ça veut dire qu'il est en accord avec l'Église ? Moi, je pense que pas tout à fait, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la subsidiarité, ça s'applique dans les cas où, justement, il y a lieu de l'appliquer. Donc, quand les acteurs locaux sont capables de mieux faire les choses que les acteurs nationaux. Donc, dans certains cas, on peut mal utiliser la subsidiarité. Là, si on regarde, dans le domaine des prud'hommes, on a enlevé de la subsidiarité. C'est-à-dire qu'on a mis un plafond
et on a empêché les juges de décider au cas par cas de la somme qui serait allouée, même si la somme est très haute. Donc là, ça, c'est pas de la subsidiarité. En revanche, on a de la subsidiarité lorsqu'on laisse les entreprises ou les branches choisir, même parfois contre la loi, parce qu'elles connaissent mieux le terrain, ce qui est bon pour leur branche et pour leur entreprise. Donc là, on a de la subsidiarité. Sauf qu'en ce qui concerne les prud'hommes, on a... Excusez-moi, j'ai vraiment très très chaud. On a un problème parce que... Je suis vraiment désolé. Non, c'est je pense, merci. Je vais essayer de continuer. On a un problème parce que... Merci beaucoup. Il y a un principe qui s'appelle le principe d'individuation et qui consiste à dire que chaque peine doit être traitée comme un cas particulier et qu'il ne faut pas mettre de limites. Et là, aujourd'hui, il y a des limites. Donc, dans ce cas-là, la subsidiarité ne marche pas. Et dans le cas des branches et des entreprises, certes, on laisse les branches et les entreprises choisir plus librement quels sont les modèles qui leur vont, mais cela en allant à l'encontre, en risquant, en fait, en misant, en mettant en jeu la sécurité des emplois, parce qu'on ne sait pas ce que les branches et les entreprises vont faire de cette possibilité. Ça, c'est une première chose. Et on aurait pu attendre l'inverse. Je vais passer quelques points parce que je suis très chaud. Et je vais conclure, si ça ne vous dérange pas, mais je pense que rien de très important dans les 2-3 minutes que je passe. Ma conclusion, c'est que ce sont des réformes libérales. C'est sûr, et c'est pas une mauvaise chose. Là, je critique pas pour l'instant. Ce sont des réformes libérales, c'est-à-dire qu'elles délèguent beaucoup plus d'initiatives et de responsabilités aux acteurs locaux, sauf pour les prud'hommes, notez-le. Alors, moi je dis, ne critiquons pas trop vite le libéralisme, c'est le système parfait selon l'Église. Attention, je vais corriger. C'est le système parfait dans la mesure où, quand on lit le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui est plus ou moins un résumé de toutes les œuvres de la doctrine sociale, on lit que l'État et tous les organismes qui se situent au-dessus des entreprises doivent veiller au bien-être des patrons et des employés et doivent parfois réfréner les pulsions égoïstes si elles amènent à nuire à l'un ou à l'autre. Donc il faut parfois mettre des lois. Mais les lois, ce sont, et ce seront toujours dans l'idée de l'Église, des moindres mots. Parce que, je caricature pas, mais si les hommes étaient bienveillants et charitables, originairement, il n'y aurait pas besoin de loi. Donc un système comme du libéral-socialisme, c'est quelque chose qui brime la liberté de l'homme, qui est essentielle, pour mettre des lois, pour éviter que l'homme, en usant trop de sa liberté, nuise à son prochain. Mais en faisant ça, l'État, et l'Église l'y encourage, mais elle en est attristée, mais l'État donc limite la liberté pour limiter la casse, pour ainsi dire. Donc le libéralisme, ça pourrait être le système parfait, mais si les hommes étaient parfaits, pour ainsi dire. Ce qui n'est pas le cas, et ce qui en fait un système dangereux. Pas nécessairement mauvais, mais dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est quitte ou double. C'est-à-dire que quand vous avez un contrôle de l'État fort, aussi bien au niveau social que financier, qu'économique, etc., et surtout au niveau social en fait, vous avez une garantie de ce qui va se passer. Vous brimez la liberté des acteurs, ça c'est plutôt une mauvaise chose, mais vous avez une garantie de ce qui va se passer et vous êtes à peu près certain que des bornes ne seront pas dépassées et que on nuira pas trop aux plus opprimés. En revanche, quand on est sur un point de vue libéral, on est quitte ou double. Et quitte ou double, je l'entends dans les deux sens. Il y a des gens qui disent quitte ou double pour dire oui, en fait c'est mauvais, c'est toujours quitte, mais ça peut être double aussi. Et à mon avis, en fait, il y a deux manières d'envisager le libéralisme. On peut être sur un libéralisme, et à mon avis c'est rarement le cas, mais pourquoi pas, on peut penser à un libéralisme qui serait basé sur l'humilité et la confiance. C'est-à-dire que je suis chef d'État, je suis humble quant à ma capacité à gouverner tout le pays d'ici là, et j'ai confiance dans les acteurs locaux
pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc je leur délègue un maximum de choses, c'est la subsidiarité, qui va avec le libéralisme dans un certain sens, parce que je leur fais confiance. Mais si ça se passe mal, c'est toujours la même chose, c'est quitte ou double. Mais il y a une deuxième manière d'envisager le libéralisme, et malheureusement, je crois que c'est plutôt celle-ci qui est en vogue, c'est la déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'on est sur un modèle contractualiste où l'État assure la liberté de tous les acteurs individuels et dit, voilà, moi je vous garantis votre liberté, je vous garantis que personne ne dérogera à ses contrats et aux engagements qu'il a pris. Après, quant aux contrats et quant aux engagements, vous les prenez comme vous voulez, je m'en lave les mains. C'est un peu le libéralisme à la Pilate, si vous voulez. Et Jean-Paul II, à mon avis, profère dans cette encyclique une critique majeure contre... Vous pouvez fermer si vous voulez, ça va mieux. Profère une critique majeure contre le libéralisme, mais le libéralisme de type Pilate, déresponsabilisant. Grâce au couple de concepts employeur direct, employeur indirect. Et ce couple de concepts, à mon avis, il est formidable, parce qu'il est très simple, mais il permet de faire quelque chose qu'on pense rarement à faire et qui, à mon avis, est diablement efficace. C'est que, en donnant le même nom, employeur, à l'employeur et aux instances qui sont au-dessus de lui, on partage la responsabilité. Dans la pensée de l'Église, un chef, que ce soit un chef d'entreprise ou un chef d'État ou un coach sportif ou que sais-je, a la responsabilité de ceux qui lui sont subordonnés. C'est-à-dire qu'il doit s'assurer que tout se passe bien. Et il est là pour le bien des acteurs, pas pour leur liberté. Donc il doit parfois intervenir, s'il le faut, si les acteurs sont en train de se nuire les uns les autres. Et en employant le concept employeur direct, employeur indirect, Jean-Paul II empêche que l'État dise « Nous, on vous laisse libre, vous faites ce que vous voulez entre les employeurs et les salariés, vous êtes libre. » Il dit « Non, 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 vous n'êtes pas libre, vous êtes aussi employeur. L'État français, vous êtes employeur de toute la France, de tous les travailleurs. Ça veut dire que vous avez la charge du bien-être de tous les travailleurs français. Ça veut dire que si vous promulguez aucune loi et que vous laissez faire, vous êtes dans une attitude coupable si ça se passe mal. » Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire, ça veut dire que c'est très dangereux et que si ça se passe mal, ça retombe sur la tête de l'État. Donc l'État ne peut pas s'en laver les mains, c'est impossible. Et c'est à ça que sert le concept d'employeur direct et d'employeur indirect. Enfin, c'est ce que j'en pense. Là, c'est pas du tout Jean-Paul II, c'est moi uniquement. Mais moi, je pense que c'est un concept qui sert essentiellement à ça. C'est une manière de dire aux instances libérales, ce n'est pas parce que vous laissez les gens libres de faire ce qu'ils font que vous n'avez pas part aux mauvaises actions qu'ils vont faire parce qu'ils sont libres. Parce que vous avez été institué chef, et comme vous avez été institué chef, vous avez été institué responsable. Et donc vous devez prendre des mesures s'il faut les prendre. Voilà. Donc, ces lois concrètement, je ne sais pas trop quoi en penser, je ne vais pas vous dire quoi en penser, de toute façon je pense qu'on en pense tous ce qu'on veut. En tout cas, ce que je peux en dire, c'est que elles sont risquées. On va voir ce que ça donne. Il ne faut pas prévoir déjà que les patrons vont faire n'importe quoi parce que dans le passé ils l'ont fait ou je ne sais. Peut-être que ça va très bien se passer et peut-être que ça va être uniquement pour le bien des salariés. Pourquoi pas ? Ce qui est sûr, c'est que c'est une réforme assez dangereuse en fait. C'est-à-dire qu'on revient sur des choses qui ont été mises en place avec pas mal d'efforts et qui s'appellent le Code du travail. À la rigueur, pourquoi pas, en politique on n'est pas là pour sauvegarder forcément des lois, s'il faut les changer, on les change. Si le monde change, on change, attention quand même à ce qu'on change. Mais ce qui est sûr, c'est que là on change en libéral, donc on change en quitte ou double. Donc pour juger de ces lois, il va falloir juger de leurs conséquences. C'est-à-dire qu'est-ce que vont faire les branches et les entreprises avec le pouvoir qui leur a été donné. Comment les entreprises vont gérer le fait qu'elles n'ont plus à craindre les prud'hommes ou plus autant ? Est-ce qu'elles vont en profiter pour licencier à tour de bras pour des motifs injustifiés, sachant très bien que ces motifs sont injustifiés mais pouvant calculer le coût que ça va leur revenir ? Ou est-ce qu'elles vont être très fair-play finalement et qu'elles vont pouvoir mieux s'en tirer parce que les prud'hommes ne vont pas les assassiner ? Est-ce que le contournement des syndicats est une bonne chose ? On verra, peut-être que les syndicats sont trop dogmatiques. Cependant, je vous invite à noter que la réforme prévoit que les délégués syndicaux soient plus ou moins contournés, mais elle ne prévoit pas de formation pour les employés. Et donc, qui va être formé au débat, sinon les élus syndicats qu'on essaye de contourner. Voilà, donc mon avis final sur cette loi, c'est qu'elle est dangereuse,
et qu'on va bien voir ce qui se passera, et que Jean-Paul II dirait peut-être, s'il était là, mais je peux pas parler à sa place, qu'il faut peut-être s'en méfier, sans critiquer forcément directement. Voilà. Ce que je vous propose, on ne fait pas d'études, mais on va tester, voir si ça marche. On fait une toute petite pause, parce que comme il a fait très chaud, moi je sois personnellement. Et ensuite, donc, je vous propose de faire une pause de 4 minutes. Et puis on reprend ensuite avec les questions. Et l'idée c'est que les questions, je précise, avec Arthur on s'est mis d'accord pour que ça ne dure pas plus d'une demi-heure. Parce que c'est pénible après 30 de Si on fait 4 minutes plus une demi-heure, on va être hors du... Si on fait 4 minutes plus une demi-heure, il était là. Là il est 15. C'est 1h14. On fera 20 minutes quoi. Ok. Ok. Donc voilà.